bienvenue au soutenance du master spécialisé Sustainable Innovation by Design. Nous allons entendre ce matin la soutenance de Déborah Kasht, master spécialisé dans le cadre de l'École nationale supérieure de création industrielle. La thèse professionnelle de Déborah a été encadrée par Marie Coirier, que nous saluons et qui est en ligne, et la présidence du jury est assurée par Claire Algamadi, entourée de Goulven Baron, Emmanuel Touan, Nathanaël Delahaye. Nous avons 1 heure pour entendre ta présentation, 30 minutes pour ta présentation, ton parcours, commentaires, soutenance de thèse. Ensuite, échange avec le jury. Voilà. Donc, pas de questions de la salle, puisqu'effectivement, c'est un examen officiel et que, il y a des règles un petit peu strictes. Voilà. Donc, à toi la parole. Merci. Merci Geneviève, merci d'être si présente. Je vais présenter les résultats de mon mémoire, de ma thèse professionnelle qui s'est intitulée L'adolescence et le bien-être. Donc, le design comme une ouverture vers de nouvelles perspectives pour le bien-être adolescent. Donc, avant de rentrer dans le vif des sujets, je vais raconter un petit peu mon parcours. Donc, je viens d'un petit peu plus loin, de Buenos Aires, originaire, où est-ce que j'ai fait mes études diplômée en dessin industriel. Une petite parenthèse, le diplôme, ça se passe en 5 ans et une formation assez large dans tous les domaines du design assez général. On dirait aujourd'hui plutôt centré sur les objets. Parallèlement, après un an que j'ai commencé, j'ai décidé de faire une partie plus artistique, donc je me suis inscrite dans l'école des beaux-arts, mais je n'ai pas réussi à soutenir 2 formations en même temps, donc j'ai laissé les beaux-arts à côté et je continue tout mon parcours artistique, soit photographie, peinture, microsculpture, dessin, différents types de dessins, et plutôt libre dans certains ateliers pendant le temps. Et donc, j'ai fini ma carrière de dessin industriel et mon parcours commence plutôt sur l'entrepreneuriat. Parce que le domaine du dessin industriel n'était pas si connu et donc je commence à commercialiser dans différentes boutiques de Buenos Aires et mes propres designs. Je vais seulement parler de 2 endroits importants. Le premier, c'est que j'ai exposé à niveau national et international et j'ai eu l'occasion de participer à la Biennale de Saint-Étienne, où j'étais sélectionnée, donc j'étais exposante. Et dans la Biennale des Suites, j'étais commissaire déléguée depuis l'Argentine. Et donc, j'étais en charge de la sélection de design. Ensuite, il y a un de mes produits qui a eu plus de résonance, que j'ai réussi à le développer avec un spécialiste en stratégie et commercialisation. Et donc, on a développé ça, voilà. Et on a réussi à développer ça et c'est à cause de ça que j'ai réussi à l'exporter à niveau international depuis l'Argentine. Donc, j'ai exporté les produits à Singapour, à New York et en France. Ensuite, parallèlement, tout ce parcours, il est accompagné d'intervenantes ou enseignantes dans l'université de Palermo en dessin industriel. Donc, j'ai donné des cours dans différents types de matières dans le domaine du dessin industriel. Et il y a un moment donné qu'on décide, par raison familiale, de déménager en France. Et mon arrivée, ce n'était pas si évident. La recherche de travail en demande de design, je n'ai pas réussi. Et donc, j'ai commencé comme enseignante contractuelle d'espagnol à l'Académie de Nantes. Donc, j'ai travaillé, quelques années, toujours avec l'envie de faire les pas à côté, mais c'était avec un rythme assez exigeant comme enseignante. Je ne trouvais pas les moments, je ne comprenais pas trop comment arriver encore dans le monde du design. Donc,
En 2023, je décide de relancer mon produit, celle qui a eu plus de résonance, et donc je l'ai développé une nouvelle version, et je décide de participer à la France Design Week à Nantes cette année-là. J'ai cherché pas mal de fois des formations complémentaires à la mienne, mais je n'ai pas trouvé celle qui me plaisait de trop ou qui me parlait. Et à un moment donné, je trouve celle de l'ANSI. Et donc, c'était le moment de faire vraiment les pas à côté. J'ai laissé l'Académie de Nantes. Et voilà comment je suis arrivée ici. Et autant qu'enseignante, mon observation autour de la culture envers plutôt des adolescents, parce que j'étais tout le temps avec des lycéens. Ouais, par contre, dans l'enseignement que j'ai parcouru, dans ce parcours, j'ai seulement travaillé avec des lycées, et donc j'étais en contact direct avec des adolescents. Et donc, voilà, c'était les gens à qui je m'adressais. J'étais très observatrice de comment sont les adolescents français. Et donc, voilà, j'ai affiné toutes ces parties-là et mon parcours que je l'avais déjà en amont. Et donc, c'est ça qui m'a orientée à les choix de ma thèse professionnelle. Donc, avec le but de connaître encore plus, je me demandais comment ils sont, qu'est-ce qu'ils pensent, et beaucoup de pourquoi ils sont comme ils sont. Donc, les thèmes que nous avons abordés tout de suite, c'est le bien-être, l'adolescence, les méthodologies employées, les résultats principaux, les difficultés et limites, la conclusion et les positionnements. Donc, le bien-être. C'est un sujet qui est rarement évoqué dans le quotidien, mais c'est un sujet que tout le monde l'aspire, sans le penser, mais on est tous avec cet esprit-là. Et il était toujours au cœur de la civilisation, et il y a des philosophes, des sociologues, des penseurs qui, au fil du siècle, ils sont restés toujours dans cette recherche. On trouve voilà beaucoup d'images. Je suis sûre qu'à un moment que déjà on commence à parler du bien-être, chacun il commence à réfléchir un peu de quoi il s'agit, on fait une rétrospection à notre intérieur, et peut-être vous trouvez dans cette image certaines choses que ça vous ressemble, certaines choses que ça ressemble pas, parce qu'en soi-même chacun il est différent, et donc c'est cette subjectivité qui fait notre richesse. On discute après les détails. Donc, qu'est-ce que c'est le bien-être? Le bien-être peut être défini comme un état d'équilibre, d'harmonie, qui englobe de manière globale tous les aspects de notre être. Elle repose sur une approche intégrée de la personne, incluant la satisfaction dans la vie, les soins de soi et le développement personnel. On pourrait dire ça, on pourrait dire aussi d'autrement. Donc, c'est subjectif, c'est abstrait. Et c'est une définition qui a évolué au fil du temps. Et pas toujours pareil. La dimension du bien-être. Dans cette représentation, on peut visualiser en quoi il consiste le bien-être. On a le bien-être intellectuel, social, mental, occupationnel, financier, émotionnel, environnemental et physique. Toutes ces dimensions de bien-être, ils font le bien-être. Et il y a certains facteurs qui interagissent, et dépendant du niveau de satisfaction ou pas, ou insatisfaction, ils vont faire qu'on a plus ces sentiments ou pas.
Donc, dans ce facteur, le plus central, c'est les besoins et les désirs. Les besoins et les désirs, c'est la base. Et après, il a le reste que c'est... elle explose, ok, ça développe. C'est le développement, la reconnaissance et l'épanouissement. Donc, cette dynamique, c'est une démarche assez dynamique et qu'il est interconnecté entre chacun de ces dimensions. Donc, on voit que le bien-être, c'est un aspect global. La culture. La culture en tant qu'élément interprétable nécessite que nous enseigne comment l'apprécier et intégrer profondément dans notre être. Donc la culture, c'est un aspect assez important parce que ça va faire partie de qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on comprend pour le bien-être. Et donc la langue et la culture, c'est les piliers de l'identité. Et dans cette, voilà, comme je parle de la langue et de la culture, il y a certaines subtilités que je vais expliquer ensuite et que ça fait changer cet sentiment. Donc, on a le bien-être, on passe d'une culture à une autre culture. On a le bien-être en français, que vous le comprenez très bien, et on a en espagnol, normalement, c'est le bien-être. Donc, il a une différente connotation. Soi-même, le bien, on pourrait dire qu'en soit en français ou en espagnol, on est face à la même signification, que c'est d'être satisfait avec certaines choses. Mais l'être, c'est le lieu qui existe, le lieu d'exister, pardon. Et en espagnol, on a les deux différences de l'être. C'est el verbo ser, qui fait référence à des aspects permanents, inertes et que ça ne change pas. Et on a el estar, qui fait référence à quelque chose de transitoire et temporal. Et donc, en espagnol, on dit bien-estar. Mais la question qui se pose, est-ce qu'on fait référence tout à fait à la même chose? Et ça, qu'est-ce que signifie ça? Pardon. Et ça signifie quoi? Être adolescent. La partie de bien-être, c'est passé. Donc, c'est quoi signifie être adolescent? L'adolescence est une période de transition essentielle entre l'enfance et l'âge adulte, marquée par les bouleversements identitaires, émotionnels et sociaux. C'est inspiré de Martin et Zingli. Je l'ai reformulé un petit peu, c'est pas tout à fait pareil, mais j'essayais de garder l'idée principale. Et donc, c'est important d'expliquer, même si on a tous vécu, se distingue par des changements majeurs dans deux aspects principaux, les transformations biologiques, que c'est des maturations à niveau physique, entre autres, les transformations psychologiques, qui est plutôt liée avec les aspects comportementaux, les besoins qu'il a à ce moment-là, les adolescents, de se différencier de ses parents et de se construire à soi-même. Donc, dans cette période est également marquée par une recherche intense de l'autonomie. Et l'autonomie, c'est ça, c'est le besoin de se détacher et de se construire à eux-mêmes. Et aussi, pour donner sens à son existence, il a besoin d'être reconnu. Il a besoin de la reconnaissance. Pas seulement de la reconnaissance de la partie de ses parents, mais être reconnu avec les pères. Et donc, il a une ambiguïté entre le fait de se séparer et être accepté. Avec cette phrase de Hegel, qui me ressemble tout à fait reflet de l'adolescence, tout désir est en vérité désir de reconnaissance.
Et il explique l'essence de cette période. Et les jeunes, ils sont assez vulnérables et c'est un moment où est-ce qu'il a une tension assez importante et il a une opposition de s'affirmer pour les sentiments, les besoins de s'affirmer et en même temps d'être accepté. Donc il a une dualité et il a une recherche d'équilibre pour enfin se construire la propre identité. Si nous avons donc la question que je me pose, si nous avons tous traversé cette période, pourquoi les adolescents d'aujourd'hui semblent-ils différents de nous? L'adolescence, en pleine phase de construction identitaire et sociale, trouve dans les plateformes numériques bien plus qu'un simple moyen de communication. Ces espaces virtuels deviennent des lieux privilégiés pour interagir avec leurs pairs, mais aussi pour explorer et exprimer différentes facettes et leur personnalité, répondant ainsi à un profond besoin de reconnaissance. Donc, j'ai essayé d'expliquer un peu la signification d'être adolescent, ou comment sont les adolescents aujourd'hui. Quels sont les changements? Cette image, c'est assez fréquent et on les voit très souvent. Et on voit comment les adolescents interagissent, qu'est-ce qu'ils partagent, qu'est-ce qu'ils font. La problématique que je me posais, c'est comment le design peut-il devenir un levier stratégique pour sensibiliser les adolescents aux enjeux de bien-être tout en favorisant l'épanouissement personnel et leur automatisation face aux défis contemporains. Et la démarche méthodologique. Je ne fais pas l'escalade, mais c'était un peu ça. Donc, voilà, je commence par cette image avec un besoin de comprendre tous les acteurs et les pratiques prenantes dans une vision assez globale. J'ai trouvé dans cet modèle biosociologique de développement humain de Uri Bromfem-Pollener, qu'il est développé par chance, une visuelle assez compréhensible, où est-ce qu'il a, dans ce cas-là, c'est les adolescents, et petit à petit, qui ont grandi dans ce cercle, on passe dans différentes parties de ce système. Qu'il a la famille, l'école, les espaces de travail, les compagnies, les organisations, les systèmes politiques, économiques, et après, c'est l'écosystème naturel. Et les flèches, qu'est-ce qui montre, c'est l'interaction qu'il a dans ce système. C'est une dynamique assez, comment dire, c'est assez dynamique, il va dans les deux sens. Et donc, c'était bien pour comprendre où est-ce qu'on se situe. Si on zoome, on a les contextes avec cette citation d'Edgar Morin, l'intelligence capable d'envisager les contextes et les complexités planétaires rendre aveugle, inconscient et responsable. Donc, il met en évidence l'importance de les contextes et on va encore zoomer plus. Et on va se situer justement dans les centres d'établissement scolaire où est-ce que j'ai pu intervenir de cet établissement scolaire et avec différentes activités, intervenir avec des infirmiers scolaires, les enseignantes et les adolescentes. Les terrains, les lycées. Pourquoi les lycées? Les lycées, c'était un endroit, comme il montre l'image, pour moi assez clé, où est-ce qu'on peut regrouper pas tous les types d'adolescents, mais les adolescents d'un secteur. Et on a une diversifiée assez importante. Et l'intéressant, c'est que c'est un cadre éducatif et que c'est en dehors de leur foyer.
Et donc, je me focalisais dans les établissements scolaires. La synthèse des démarches. Et dans cette image, j'ai essayé un peu d'expliquer les démarches, les différentes démarches méthodologiques que j'ai appliquées. Et donc, j'ai fait différentes interviews enseignantes, mais pas tout pareil. Il y a une enseignante, oui, on dirait pas standard, mais traditionnelle, pardon. Une enseignante plutôt en compétences psychosociales et yoga, et avec des formations aussi de yoga pour l'apprentissage, et une formatrice en compétences psychosociales. Et aussi les infirmières scolaires, je l'ai regroupé parce que c'était comme ça que j'ai affronté cette personne. Donc ça, c'était manière d'interview. Après, c'était les activités. En jeune, c'était la première approche. Et après, j'ai eu la possibilité, parce qu'ils ont accepté que j'intervienne dans les établissements scolaires, dans deux lycées de Nantes, et un qui était au cœur du centre-ville et un autre un petit peu plus déplacé pour avoir l'information plus complète. Et après, j'ai fait une observation dans les nouvelles méthodologies des apprentissages. Les personnes contactées, donc l'adolescent, c'était les premières approches. J'ai fait une carte d'empathie traditionnelle et je l'ai invité à les compléter avec les thèmes et qu'est-ce qui lui fait pour son bien-être. Donc petit à petit, voilà, il arrivait à comprendre, c'est pas évident. Et qu'est-ce que je retiens, c'est que c'était des réponses très correctes, mais trop froides, et que je n'ai pas arrivé à avoir l'information qu'il faut. Et donc, voilà, ça c'est un côté. L'autre côté, c'est les infirmières scolaires. Les infirmières scolaires, c'est des référents clés pour connaître très bien comment ils sont les adolescents aujourd'hui. Ils sont là, je ne trouve pas les mots, les thermomètres. Ils sont exactement la sensibilité, parce qu'ils côtoient tout le temps. En dehors, qu'est-ce qu'on pense, ou qu'est-ce que j'ai pensé moi, ils ne sont pas des infirmières normales, classiques. Ils vont beaucoup plus ça et ils sont un petit peu formés pour aider les élèves des jeunes sur les mal-être. Et les enseignantes avec différents échanges. Donc, la deuxième carte d'empathie que j'ai employée, c'était dans les centres d'établissement. Je l'ai fait dans deux. Et j'ai dans deux lycées, 3 ateliers de secondes, et en total 69 jeunes. Donc, dans cette dynamique, les cartes d'empathie étaient mises en une troisième personne. Donc, j'ai choisi 4 stéréotypes d'adolescents d'aujourd'hui, plus un couple de parents et les infirmières scolaires. Et donc, avec les mêmes thèmes, pour un côté des adolescents, qu'est-ce qu'ils font pour leur propre bien-être, et pour les côtés des parents infirmiers scolaires, qu'est-ce qu'ils voient, qu'ils font les adolescents pour leur propre bien-être. L'intéressant, cette science voilà, que j'ai amenée, c'était avec un suivi dans l'écran, et j'ai expliqué petit à petit, et voilà, ça roulait en 55 minutes. À la fin, 1 minute et demie restait, en 1 minute, j'ai fait en groupe et en individuel. Petit à petit que j'ai fait première, deuxième et troisième atelier, j'ai abordé toujours des petites améliorations. J'essayais d'être plus performant. Et donc, à la fin, même dans tous les ateliers, il y avait une feuille à remplir, individuelle, 1 minute, 1 minute et demie, une question clé, un problème détecté, une solution à mettre en place. Et donc là, j'ai eu le concentré de toute l'information faite en amont. La classe d'observation, c'était très utile. L'image que vous voyez en bas, c'est dans la classe.
c'était très intéressant. Il y a des enseignantes qui utilisent différents types de méthodologies avec des résultats vraiment étonnants. Et donc, c'est une enseignante qui a les compétences, voilà, différents types de compétences. Les principaux résultats. Et des constats. Et les principaux résultats. Ce constat, c'est assez important, je vous laisse lire tranquillement. Donc, dans cette graphique, je voulais exprimer un peu une démarche très courante et que ça vient de plus en plus dans l'établissement scolaire. Où est-ce qu'il a on commence, où est-ce qu'il est la flèche là, des jeunes qui sont très fatigués parce que, voilà, beaucoup de temps, ils se couchent tard, on ne va pas approfondir sur ça. Ils vont parler à l'infirmière scolaire. Et ça dépend de l'État, elle va dire qu'est-ce qu'elle conseille. Il va au médecin ou à un centre psychiatrique. Dans les cas plus graves, le centre psychiatrique il va dire on ne peut pas vous recevoir, il faut attendre 6 mois. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Il a une ordonnance, il va encore avec l'infirmière scolaire. L'infirmière scolaire, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais l'établissement scolaire met en place toute une démarche pour éviter les décrochages scolaires. Et ensuite, on revient à cet établissement scolaire. Donc, le problème n'est pas résolu et ça approfondi, et il va de pire en pire. Les autres résultats au point de rencontre, et ces résultats obtenus, il vient à confirmer que l'information que j'ai obtenue à travers l'état de l'art et les interviews. Pour un côté, les résultats sont les pressions scolaires et performances. On a vu déjà dans les mémoires, j'ai mis en valeur la pression qui souffrent les élèves avec les logiciels Pronote, c'est un exemple. La solitude et l'isolement, c'était explosé, ou il s'est mis aussi plus en évidence pendant le Covid. La regard des autres, c'est quelque chose de très courant dans les jeunes, mais il s'est mis plus en avance avec le Covid pour les réseaux sociaux, etc. Les écrans, voilà, il a tout en relation avec, et l'harcèlement qu'il a potentialisé aussi beaucoup plus avec le Covid. Difficultés limites. Information difficile à analyser. Comme je mentionnais, j'ai eu beaucoup d'informations à traiter et c'était simple les cris des adolescents, mais vraiment, je me trouvais dans une situation qui est très difficile à comprendre parce que j'ai demandé un problème et une solution à mettre en place et je me suis rendu compte en fait que le problème, ce n'était pas le problème. C'était le problème à eux, mais c'était une cause d'un problème avant. Ça, c'était une conséquence. Donc, c'était assez, difficile de traiter. Sujet intime, parler de bien-être, c'est comme s'ouvrir à soi-même. Et donc, on ne peut pas parler comme ça couramment. On ne peut pas mettre ça en question. C'est un thème tabou dans la société. En voulant parler de bien-être, on parle de mal-être. Et des problèmes de santé mentale. Et donc, c'est assez tabou dans la société. C'est un thème de grande complexité. Et les limites, l'ampleur de cette problématique, c'est énorme l'ampleur qu'il a. Et c'est un thème délicat d'aborder ces sujets face à adolescents qui sont en situation de mal-être. Parce que j'ai vu avec toutes les classes que j'ai abordées dans cette cas-là, et j'ai vu tout de suite celles qui s'étaient pas à l'aise. Donc, même l'infirmière scolaire, elle m'a dit, s'il a un problème, je suis là. La nécessité de s'entourer des spécialistes. Voilà, c'est un thème que, même si on se nourrit, ça dépasse. Et il y a un moment qu'il faut être plus accompagné. C'est parce que, autant designer, j'ai tombé dans la piège et de ne pas tenir pour acquis ce qu'on le croit savoir, parce que autant penser de connaître beaucoup des adolescents, peut-être j'ai pensé
avoir certaines informations et j'ai sauté certains pas et éviter de chercher une solution prématurée. Les besoins, c'était comment plutôt penser dans une solution d'objet, de matérialiser, de voir voilà, un résultat tangible. Ah, pardon. Ah. Donc, voilà. Quand même, dans toutes les pistes que j'ai pu voilà, développer, je vais parler avec deux parce que j'ai passé quelques temps quand même. J'ai vu des gens qui sont spécialistes en jeu de serious game aussi. Mais j'ai vu d'autres, voilà, je vais parler de propositions. Un objet, c'était un objet pour aider à visualiser leur état et donner des pistes pour les changer. Donc, j'ai échangé avec une psychologue et j'ai expliqué l'idée. Elle m'a dit que ce n'était pas envisageable parce que s'il y avait des pistes, il regardait et le fait de les visualiser, c'était bien. Mais après, les pistes, et par rapport à les sentiments de mal-être de l'adolescence, ça peut mal finir et donc il faut que ce soit bien encadré dans un endroit spécifique. Et après, il a une jeu de cartes pour développer des compétences psychosociales, que j'ai eu le rendez-vous avec l'informatrice d'enseignement des compétences psychosociales et que c'était validé. Mais là, je suis partie et je me suis dit, mais ce n'est pas la solution. Et donc, l'ouverture, c'est sensibilisation à prévention. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la mémoire, c'était sensibiliser aux adolescents au bien-être. Mais au fur et à mesure que j'ai avancé, je me rendais compte que ça n'a rien servi de sensibiliser parce qu'on ne résoudrait pas les problèmes. Et donc, je me suis dit, c'est la prévention. Mais on approfondit, on allait encore plus loin. Je me suis rendu compte qu'en fait, la prévention, on ne peut pas les faire à los adolescents parce qu'ils sont déjà les problèmes au-dessus. Ils sont déjà nourris de cette manière. Et donc, pour résoudre vraiment, il faut travailler la prévention, mais dans l'âge plus jeune, et la sensibilisation dans l'adolescence. Donc, il faut une solution systémique dans l'ensemble et dans le même sens pour que ça marche. Conclusion. Et de la problématique, prise en conscience de l'ampleur de mal-être adolescent. Ça, c'était effrayant. Je n'ai jamais pensé trouver ça. Premier rendez-vous avec l'infirmière scolaire, elle me dit, 1 mois et demi que commençait l'école, la rentrée, elle me dit, il a 20% des élèves en mal-être. Et là, des frissons, et on se sent impuissant parce qu'on veut faire, mais c'est pas si simple. C'est un enjeu crucial qui dépasse les préoccupations individuelles pour englober des dimensions sociales, éducatives et culturelles. Et il demande une transformation systémique. De la formation, c'est un point de convergence intellectuelle, je ne me souviens pas tous, intellectuelle, personnelle et interculturelle. J'ai appris de nouvelles approches de design et le rôle de designer, puis une perspective beaucoup plus large. Et donc, les positionnements des designs au service de l'innovation sociale. Merci. Pardon. Voilà, je vous laisse réfléchir. De l'intervention, peut-être pour réagir sur le suivi du travail de Déborah. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire bravo à Déborah qui s'inquiète beaucoup, qui avait le souci d'être comprise et qui s'est exprimée très clairement. Donc c'était un faux problème. Donc bravo pour ta soutenance. Déjà, je voudrais commencer par dire que c'était agréable de suivre
Merci. Je vais poursuivre du coup. Alors moi je trouve que c'est un très bon travail, un excellent travail. Merci. Du point de vue de la posture de designer, je vais y revenir, mais en tout cas de la prestation du support, là pour le coup, qui est de grande qualité graphique. Voilà. Tu es designer, c'est pas très étonnant, mais quand même on peut le saluer. Alors on a bien senti dans ton intervention, c'était plus compliqué. Mais on ne peut pas t'en faire le reproche, au contraire, on peut saluer les personnes de langue étrangère qui font l'effort de parler français, puisque les Français en sont beaucoup moins capables quand ils sont à l'étranger. Donc je le salue, même si ça a été effectivement un petit peu difficile à suivre pour nous, je pense, mais en tout cas, ce n'est pas un obstacle majeur, mais je trouve que c'était un très très bon travail. La problématique est hyper bien posée. Elle reprend les concepts, il y a ton idée de départ, et elle reprend les concepts théoriques que tu as pu aller chercher à droite à gauche sur les définitions, et du coup tu retravailles la problématique en fonction de ça, donc je trouvais que c'était intellectuellement très très bien posé. Ensuite, la méthodologie, alors c'est une méthodologie designer industriel à la base, donc on peut pinailler sur la méthodo. Voilà, moi je t'aurais dit d'aller voir d'autres types de lycées, parce que quand on prend le sujet des adolescents, ils ne sont pas partout pareils. Tu as parlé de la culture, tu as vu 2 lycées nantais, il y a des lycées en milieu rural, il y a des lycées dans des cités, et du coup les problématiques peuvent être les mêmes ou pas, mais la culture peut influencer beaucoup aussi le ressenti de ces adolescents. Donc du coup, c'est vrai qu'en termes de méthodo, une ouverture plus large aurait été intéressante dans le sens de l'appréhension sociale de ce sujet-là. Donc je trouve que c'est un petit peu la limite. Et puis, comme le dit ta directrice de thèse, moi je trouve que j'ai vu pivoter le designer industriel vers le designer de design ou le design manager. Et d'ailleurs, dans les critiques que tu formules, tu le montres très très bien, et ça, je trouve ça hyper pertinent de le montrer. Là, tu es sur un sujet d'innovation sociale, tu le dis très bien à la fin. Donc pour toi, c'est effectivement d'évoluer vers ça. J'avais tiqué aussi sur l'atelier avec le poster sur un problème, une solution. Effectivement, c'est pas comme ça quand on s'adresse à ce type de public et quand on touche des problématiques sociales. Effectivement, on distingue bien les parties exploratoires de la problématisation, puis de l'idéation. On prend plus soin des gens que quand on est dans la fabrication d'un objet industriel. Mais pour autant, voilà, tu as su démontrer quelles étaient tes limites sur ce sujet-là. Donc en fait, je trouve que tout est parfait, tout est bien vu, tout est analysé, tout est intellectualisé. Je trouve ça vraiment très très pertinent. Du coup, la question c'est sur ta projection. Vers quoi tu veux aller? Est-ce que tu as déjà exploré des sujets, des organisations où tu vas atterrir après ce travail-là et après l'évolution que tu as pu vivre tout au long de cette année? Bon, j'ai atterri en France. Non, la solution. Je crois que même moi-même, je découvre qu'est-ce que je trouve. Je ne sais pas si c'est clair, qu'est-ce que je veux dire. En fait, j'ai pris conscience petit à petit. Et là, quand je me suis dit, mais... Donc, c'est là que je prends plus de conscience. Je l'ai mis sur la mémoire. Déjà, me rendre compte qu'on peut avoir une approche sociale et qu'on peut faire des grands changements, c'est très intéressant, ça m'inspire. Mais là, je n'ai pas de pistes pour vous dire. J'ai vu certaines annonces, mais en soi-même, je n'ai pas eu le temps. Hein. Ah oui, oui, oui. Il faut que je me repose un petit peu. Non, ça me plaît vraiment, mais j'ai fait un stage aussi qui s'est bien passé. L'ampleur sociale, ça me plaît beaucoup. Mais c'est vrai que c'est comme quand tu entends la formation de SIBD, tout le monde dit waouh, tu comprends? Ils ne savent pas de quoi il s'agit exactement, donc c'est difficile de s'adresser, de voir où y aller. Et même les stages, je les trouvais
comment dire, c'était une proposition spontanée que j'ai faite. Donc peut-être il a certains, qu'est-ce que je me pose la question, je pense que je vais vous contacter à un moment donné, par hasard, mais en fait c'est par rapport à certains, que je pense que ça peut-être il a certaines institutions qui peuvent avoir besoin de ça, c'est ça, et qui ne sont pas conscients. Donc peut-être en place des recherches, il n'y a pas autant que ça, mais peut-être il a d'autres potentiels qui seraient prêts à mais je n'ai pas approfondi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, il y a des innovations qui sont spécialisées sur ces sujets-là. Je ne sais pas. Ils ont fait un travail un peu similaire dans les collèges. D'accord, je ne savais pas. Voilà, je vais savoir. Je veux bien. Merci beaucoup. J'ai énormément apprécié le mémoire et la présentation. Souvent, moi, je note des questions. En fait, vous avez répondu petit à petit parce que vous avez fait le chemin. Peut-être ça, c'est un truc que j'ai apprécié aussi, que je n'ai pas forcément trouvé dans tous les mémoires, c'est le côté de donner ses limites aussi, et donner les endroits où on se dit là, je pense que la méthode telle que je l'ai posée, elle n'a pas répondu, ou en tout cas, je ne sais pas encore comment faire. Dans les questions que j'avais, en me disant le terrain du lycée sur le bien-être adolescent, est-ce que le lycée, c'est pas un peu trop tard versus le collège? En fait, vous y répondez en revenant quand même à de la prévention dans le plus jeune âge. Et je pense qu'effectivement, c'est un terrain. Et un autre aspect, c'est qu'effectivement, faire des interviews et du déclaratif, qui sont des techniques de recherche assez classiques, sur cette population-là, sur ce moment-là de la vie, ça ne marche pas pour être parent de jeunes adultes et d'adolescents. Comment tu vas? On ne tient pas à grand-chose très riche dans le déclaratif. Et du coup, j'aurais deux questions là-dessus. Avec cette approche, sachant que vous avez été enseignante, en fait, parce que j'ai été aussi en éducation nationale, vous avez eu cette approche de dire comment observer les adolescents pour comprendre. Vous êtes passé par les infirmières scolaires et par les corps infirmiers. D'après vous, si vous pouviez refaire le film, quelle méthode d'observation et de recherche vous auriez pu mettre en place, autre que faire des interviews, éventuellement des ateliers de prise de parole? Oui. D'abord, il faut se nourrir ou être côtoyé avec des sociologues et psychologues pour vraiment voir de quelle manière, de quelle façon on pourrait aborder ces sujets-là. Les compétences psychosociales que j'ai entendu parler, mais je n'ai pas approfondi jusqu'à là, ils révèlent pas mal des outils autour de ces thématiques. Ça n'empêche pas que, ça ne veut pas dire que là on va avoir des réponses, mais je pense qu'il a une voie que ça a commencé déjà à développer, mais il n'est pas si connu dans ce sens-là. C'est vraiment, je ne sais pas si vous avez vu dans les mémoires, qui s'appelle School la vie, voilà. Il a des outils étonnants, mais c'est seulement avec les élèves en décrochage scolaire que c'est utilisé. Très clair, et je pose ma deuxième question comme en conclusion, en disant j'ai vu que le lycée, effectivement, qu'à un moment, cet âge de l'adolescence, beaucoup de choses sont déjà cristallisées, et que plutôt que de proposer des actions peut-être individuelles, en plus il y avait le côté, qu'est-ce que tu fais toi-même pour ton propre bien-être, dans votre postulat de départ, et vous avez fait évoluer. Donc un côté systémique, si vous aviez, non pas une baguette magique, mais en disant, si vous disiez, écoutez, on va monter un programme. Vous avez dit approche systémique sur la prévention dans le jeune âge, on va dire. D'après vous, ce serait quoi les premières choses que vous pourriez mettre en place et dans quel contexte? Question compliquée. Non, mais bon, c'est l'image que j'ai, voilà, qu'est-ce que c'était marqué là. Donc, il doit avoir un petit... mais j'ai découvert que par rapport à les grandes problématiques de harcèlement, que depuis quelques années, ce travail, et même moi, j'ai participé à la formation de harcèlement un an avant de venir ici.
Et donc, c'est, à cause de ça, il y a certains endroits que l'Académie, que le ministère de l'Éducation nationale, excusez-moi après parce qu'il y a des petits organismes que ça décroche et je n'arrive pas à tout mémoriser, mais il y a un d'entre eux qui ont commencé à faire une démarche dans les gens dans les âges plus jeunes, à niveau maternel, et commence à développer les psychologies psychosociales. En fait, l'idée, et là c'est la prévention, c'est que ça devient une obligation dans tous les... Mais ça, c'est un test. Et donc là, il commence, et après, l'idée, c'est de faire ça, je ne sais pas, 2-3 heures par semaine au fil du temps. Mais après, c'est changer un peu... c'est pas si facile de changer pas mal de choses dans les... comment dire, dans la société, non, c'est dans les, bon, je ne trouve pas les mots, de la société, dans la tête de la société, mais ce n'est pas ça les mots, mais ça va venir après. De rien. Imaginaire social. Ok, c'est mieux. Merci énormément, Déborah. Je me permets de prendre la suite. Dans ton mémoire, tu abordes plusieurs points. Tu abordes l'adolescence face aux enjeux contemporains Oui. directement. Et du coup, il y a une image où c'est tout ce que nous aussi on a comme enjeu à challenger, mais du coup, dans la projection du futur, ils sont encore plus, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai identifié dans ce que tu nous livres, et ils sont encore plus en mal-être de ce que nous, on peut projeter nous-mêmes sur le mal-être du futur. Et tu décris plusieurs points qui fait que, effectivement, ils ont du mal à sortir en fait de ces situations de mal-être. Tu disais 20% et 20%, comme l'a dit Claire, dans des lycées centre-ville. Le lycée où tu as fait ton observation, Guisto. C'est le lycée où il y avait une fille. Oui. Et à un mois de commencer, et on parle en fait, celles qui sont transmises, qui sont allées vers elle et qu'elle dit, qui sont manifestées quelque chose. Identifiées. Ça veut dire là combien qui sont même pas. C'est ça qui est effrayant. Elle est en plus dans la classe d'art plastique, donc là tu peux mettre tout le monde au fond du trou. Du coup, sur le volet, il y a un truc que tu abordes et que c'est logique, tu n'avais pas le temps et tu nous parles de Pronote, tu nous parles de Parcoursup. Il y a un gros sujet de mal-être aussi sur le volet performance. Je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui pèse énormément sur les jeunes aujourd'hui. Donc, tu l'as pas abordé directement, mais j'aurais bien aimé voir un peu ton analyse finalement par rapport à tu nous parles de pression de Parcoursup. J'aurais bien aimé comprendre la pression de Parcoursup. Tu vois ce que je veux dire? Tu nous expliques pourquoi, tu nous démontres pourquoi. Oui. Pas faire tout de suite, mais... Je peux répondre. Vas-y. En fait, ça, c'est une autre point de rencontre par rapport à l'information de l'infirmière scolaire, parce qu'ils sont préoccupés pour avoir la note, pour arriver pour être pris pour parcours. Bon, ça, c'est avec toute la profondeur qu'il a ça, parce qu'ils sont tout le temps avec les téléphones, avec les notes. Vous avez mis la note. Et donc là, ils montent la moyenne, ils sont obsédés avec ça. Et il a dit ce mot, obsédé. Ça, c'est un côté. Un autre côté, l'état des arts, c'est Alan Ehrenberger. Ma tête, elle est un peu, donc voilà, j'essaie de résumer. Donc, il fait une analyse très profonde des mal-être adolescents et il met des mal-être dans la société française. Et donc là, il parle spécifiquement de la, comment on dit, c'était pas la compétence, la performance scolaire. Et donc là, ça rejoint ça directement. Et après, il y avait le vécu. Donc, je l'ai vécu avec mes enfants aussi. En fait, le système fait, mais avec Alan Ehrenberg, vous savez toute l'information. C'est tout mis en place pour être une société très, très compétitive. Ils sont dans la compétition. Et donc, comment tu veux pas que... voilà, c'est le système qui fait qu'ils réagissent de telle ou telle manière. Ce que tu nous expliques bien globalement dans ce que tu nous présentes, le volet systémique est vraiment intéressant. Je repérais ce point sur le sujet
prends note, tu parles beaucoup des écrans, on a bien humeur dans ta présentation, parce qu'on va voir bien, mais le temps d'écran en moyen par collégien ou lycéen, Oui. parce que c'est des trucs qu'on découvre. En vrai, hein, on se dit tout le temps, ouais, ils passent leur vie dessus, et quand tu regardes vraiment combien de temps ils passent plus que leur étude. Et du coup, ça devient des phénomènes, à un moment, tu l'as mis, en fait, ils passent tellement de temps sur les écrans qu'eux-mêmes se disent que c'est un problème. Et donc, ils en ont conscience, mais en fait, ils ne peuvent pas se déconnecter parce qu'il y a la pression de la performance sociale. Et du coup, qui fait que. Et donc, tout ça, c'est un tout qu'on a très bien compris dans ton approche. Et c'est pour ça que j'aurais pas des solutions, mais sur les problématiques, que tu nous ouvres un peu des champs sur. Tiens, là, on pourra les gratter. Là, on pourra les gratter aussi, tu vois, pour revenir sur. Bon, ben, en fait, on a une analyse et la problématique, encore une fois, tu l'as repensée et elle est très claire. Et à la fin, tu tombes sur une problématique large, claire de designer au sens manager du terme. Donc ça, c'est ma pitch, je ne vais pas revenir sur ce que Claire a dit. Ce que moi, j'aurais aimé bien en ouverture, c'est, tiens, ben justement, peut-être pour notre Parcoursup et la performance scolaire, comment on y va et comment on met un groupe de travail à challenger ce sujet-là et qui on embarque dans l'écosystème. Tu vois, pour que tu nous dises finalement demain, je vais aller choper, je dis n'importe quoi, un directeur d'établissement, conseil régional, les collèges, enfin, pour que tu nous dises, voilà, ce qu'il faut, c'est aller travailler, l'État, ce qu'il faut, c'est aller travailler à l'amélioration, parce qu'on a bien compris que c'était ça que tu disais, mais à l'amélioration du phénomène de bien-être adolescent, en nous donnant des pistes de travail qui nous auraient aussi amené sur, ah tiens, la projection professionnelle, elle va se la créer finalement elle-même, tu vois ce que je veux dire? Et tu es sur le chemin, c'est sûr. Oui, je peux. Vas-y. C'était évoqué, même j'ai contacté Julie, je pense que j'ai discuté avec Nathanaël et Marie aussi. Je pensais aller encore vers les élèves pour voir tout ça, combien de temps d'écran, etc. Et je laissais tomber, mais j'avais tout préparé parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais. En fait, je sais qu'il passe beaucoup de temps et ça m'a demandé un temps énorme à faire. Après, de descendre toute l'information, c'est trop grand. Il y a beaucoup de choses à traiter. Et donc, j'ai fait les choix. Mon sujet, c'était pas de le faire, c'était de proposer OK. des façons d'aborder le sujet. Encore une fois, c'est pas OK. le travail, il est très bien, tu as OK. le temps qu'il faut et tu n'avais pas plus de temps, d'accord. Par contre, c'est demain, OK. si je veux approfondir, tu vois, sur le temps d'écran, le temps d'écran, c'est quoi? Oui, je vais décortiquer Ouais, tout. oui. Oui. Décortiquer, c'est quoi le scénario de l'usage? C'est pensé. J'exagère. Et comme ce que disait Claire sur les limites, en lycée central, c'est bien, mais il faut le refaire en lycée rural, enfin en collège rural, pour ouvrir un maximum les champs et les interactions avec le public que tu cites. J'ai essayé, mais bon. C'était des points d'attention. Je n'ai pas réussi à... Oui. Non, mais c'est vrai. J'ai compris que moi, je trouvais que le travail était excellent et beaucoup de plaisir à lire le mémoire. Merci. Ça tombe bien, je rebondis sur la remarque d'Emmanuel, parce qu'effectivement, une piste que je peux te donner, moi j'ai fait mon mémoire de fin d'études de sciences de l'éducation en faisant faire des parcours d'utilisateurs aux élèves en groupe. Et ça a été marrant parce qu'en fait, l'idée c'était de leur parler dans le design des parcours d'expérience. Et je leur ai fait travailler en groupe et je leur ai dit, comme en fait ce sont des adolescents, je me suis dit c'est pas intéressant qu'ils parlent d'eux-mêmes, sur eux-mêmes. Et en petit groupe, ils ont pu exprimer tout un tas de choses. Donc j'ai découvert à ma grande surprise qu'effectivement, dès 10h du matin, ils ne pensaient plus qu'à une chose, manger. Et là tu te dis, en gros, tu as un span d'attention entre 8h et 10h parce qu'après, ils ont faim et ils commencent à se dire la cantine ne va pas être ouverte, etc. Et ils m'ont dit, mais à 2h, on est fatigué, on a autre chose à penser. Et là, tu vois, quand tu regardes ça, tu te dis, il faut arrêter de prendre des choses pour soi, dire qu'ils ne sont pas. Voilà, il y a plein de choses qui sortent, mais elles sont sorties parce qu'effectivement, ils étaient en groupe. Je les avais laissés écouter de la musique, contrairement à ce qu'on a demandé. Ils écoutaient la musique sur le téléphone en même temps qu'ils faisaient des exercices. Ils gribouillaient, ils discutaient, il y avait une bonne ambiance, ils ont tous discuté entre eux. Et finalement, les personnaliser ou d'avouer aux autres leurs faiblesses, tout le monde a dit. Évidemment, il y a une dynamique de groupe qui se met en place sur le discours entre ah ben tiens, ouais, il y a ça, ah oui, t'as trop raison, et ça devient le problème de tout le monde, pas le problème d'une seule personne. Voilà. Après, voilà, c'est très courageux de s'attaquer à ça parce qu'on est quand même dans un discours mainstream de la presse qui est tout le temps en train de dire les mêmes avis sur nos étudiants et
et sur nos adolescents, alors qu'il y a des systèmes d'omerta où ils ne peuvent pas se plaindre, où quand ils se plaignent, c'est toujours relu au prisme de ce qui est balancé dans la presse. Donc oui, il y a des gros sujets. Et tu as raison, Parcoursup et Pronote sont des problèmes, mais aussi le comportement des adultes, parce qu'on t'envoie au lycée, ils reçoivent du boulot à faire dimanche soir, tout lundi matin, et tu te dis, mais et comment en fait, et c'est une population qui n'a plus le droit à la déconnexion, mais pas de leur propre fait. Je veux dire, on les met dans une situation où ils n'ont plus le droit à la déconnexion. On demanderait un salarié à qui on demanderait ça, il dirait, mais c'est bon là, on est dimanche et voilà, enfin, je suis off. Et ben non, ça n'existe pas. Voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment des sujets importants. Voilà. Donc merci de t'y être attaqué, et d'autant plus en étant professeur, parce qu'effectivement, c'est des sujets avec lesquels on peut être un peu inconfortable quand on enseigne, dans le sens qu'effectivement, on voit bien qu'on participe au système de pression et de concurrence. Ta mission professionnelle, écoute, bravo, tu as trouvé un très beau sujet, elle a croisé des attendus de la certification. On sent qu'il y a de la responsabilité par rapport à l'urbanisme, par rapport à la production d'une petite société, par rapport à l'environnement. On voit aussi que voilà, il y a eu une restitution synthétique et riche. Déborah a travaillé dans une société qui fait des mâts lumineux urbains. Voilà, et qui avait des problèmes d'innovation. Et ce qui était très très bien, c'est qu'elle a posé les enjeux et analysé le développement de la mission. Elle a très bien compris elle le dit à un moment, elle a une très bonne compréhension de ce qui s'est joué dans la mise en place du projet, les dynamiques humaines de crainte, d'émotion et de communication. En fait, elle dit, le problème, c'est pas de créer un beau mât lumineux, c'est en fait d'enlever les angoisses d'aller vers quelque chose de durable, avec des gens d'un côté qui disent « Oh là, mon boulot va changer », d'autres qui se disent « Mais on va pas savoir faire, on va être en échec ». En fait, elle a été très attentive, et ça c'est super chouette, à tout ce qui en fait embarrassait le terrain. Et c'est en ça que tu te retrouves vraiment dans la posture attendue d'expert en stratégie d'innovation par design, parce que tu dis, voilà, en fait, avant de commencer à se mettre autour de la table pour développer des solutions techniques, physiques, d'usage, ben voilà, tu as fait le tour des pop-up de tout le monde et de regarder qu'est-ce qui bloquait chacun, qu'est-ce qui posait souci. Donc voilà, ça c'est un excellent travail de mission qui montre que des éléments essentiels ont été intégrés. Voilà, merci. Merci. Je voulais parler de la mission pro. Oui, alors, en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que tu partais d'une position où potentiellement, quand tu es arrivé, tu étais designer industriel à cause de ta formation initiale, et tu as tout à fait trouvé la bonne posture. Et finalement, j'ai trouvé très intéressant ton travail de prise de hauteur, d'écoute que tu as pu mener au niveau de cette société-là, de TMC Innovation. Et puis avec des résultats, mine de rien, qui sont vraiment intéressants parce que tu les as fait pivoter. Et je trouve, bravo pour ce travail, hein. C'est très très bien. Et c'est très complémentaire. Et je trouve que ça a été aussi un déclencheur, faire le lien avec la mémoire. En fait, ton succès avec TMC t'a beaucoup aidé après à prendre confiance en toi durant cette année. On t'avait vraiment vu évoluer. Au début, avec David, on avait comment t'allais avoir des problèmes. Tourner. Finalement, c'est toute cette progression-là que j'ai saluée. Ça a été une très grande richesse. Et bravo pour le résultat auquel tu es arrivé ici. Et en fait, ce résultat-là, c'est toute la démarche que tu as eue sur cette affaire-là. Tu es arrivé ici. Donc bravo. Merci. Merci, Nathalie.